Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prouver le théorème d'approximation de Dirichlet. Donc le même Dirichlet que l'intégrale de Dirichlet, mais sauf que là ça n'a rien à voir, mais c'est tout aussi intéressant. En fait, le théorème d'approximation de Dirichlet, il nous permet de trouver des approximations de réels et par des rationnels, ou plus généralement par des équations différéentielles, parce que tout ça, tout ce qu'on va prouver, c'est pas vraiment l'entièreté du théorème de Dirichlet, mais c'est des conséquences de ce théorème. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller chercher théorème d'approximation de Dirichlet. En fait, c'est beaucoup plus général que ça. Mais bon, là, on va déjà prouver ces deux assertions, ce qui va déjà être pas mal. Donc la première, ça va tout simplement être de montrer que si j'ai un nombre alpha réel totalement quelconque, et que j'ai un nombre n entier, en fait, je peux trouver q qui est plus petit que n, entre 1 et n, c'est un entier, tel que alpha q plus p, ce soit plus petit que 1 sur n, avec p un entier. Donc ce que ça veut dire, c'est que malgré le fait que alpha soit un nombre irrationnel, eh ben, je peux le multiplier par q pour avoir alpha q qui est proche d'un nombre entier à 1 sur n près. Et donc ça, on va voir que c'est pas évident à prouver. D'ailleurs, on pourrait croire que ça vient du fait que q est dense dans R, mais en fait, pas tellement. Parce que q est dense dans R, ça nous prouverait qu'il existe alpha, enfin qu'il existe P et Q, tel que alpha moins PQ est plus petit que epsilon. Et ça, c'est vrai pour tout epsilon a priori. Donc je me déclare mon epsilon, et ensuite, pour tout epsilon, j'ai P et Q qui vérifient ça. Mais moi, ce que je veux, c'est la même chose, mais en ayant le Q en haut. Donc techniquement, il faudrait que je multiplie tout par Q. Mais ça se trouve peut-être que le dénominateur Q, du coup, eh ben, il est extrêmement élevé pour arriver à bien approximer alpha. Donc rien ne nous dit que Q epsilon, que je ne peux pas choisir, je pourrais choisir le epsilon mais pas le Q epsilon, parce que le Q, il existe, et ben rien ne nous dit que le Q epsilon est plus petit que 1 sur n. Et donc là c'est là qu'on est bloqué. Donc on va pas pouvoir le faire par densité de Q dans R. Par contre, le théorème de Dirichlet implique bien la densité de Q dans R. Donc en fait, ce qu'on va prouver, c'est un théorème plus puissant que le fait que Q est dense dans R. Et si ça ne vous a pas suffi de prouver ça, eh ben on peut prouver un truc encore plus puissant, mais qui ne sert pas à grand chose, juste à nous faire réfléchir, c'est qu'en fait on peut affiner notre inégalité au lieu d'avoir une inégalité stricte par 1 sur n, en fait on peut avoir une inégalité large par 1 sur n plus 1. Et ça va être atteint. Pour certains nombres alpha, et ben on va avoir l'égalité ici. Donc d'habitude je le dis en fin de vidéo, mais là je vais essayer de le dire au début. Mais si vous connaissez des gens qui galèrent un peu en prépa, et ben partagez-leur cette vidéo, parce que moi j'essaye de faire en sorte que les gens aiment bien les maths, parce que c'est le meilleur moyen de progresser quand on aime bien les maths. Et surtout quand on est en prépa et qu'on est obligé de faire beaucoup de maths dans sa journée pour essayer d'avoir des notes correctes au contrôle. Je suis passé par là et je comprends parfaitement. Sur ce, on commence l'exercice directement. Donc la question 1. Ah oui, et je vous invite aussi, si vous voulez vous entraîner en maths, à essayer de trouver par vous-même la question 1. La question 2, un peu plus compliquée, mais en cherchant un peu, on peut la faire aussi. Si vous voulez un indice, pour la question 1, on va exploiter le théorème des tiroirs, ou le principe du tiroir plutôt. Alors pour la question 1, ce qui va nous être utile, c'est de considérer la partie entière et la partie fractionnaire. Donc la partie fractionnaire, c'est tout simplement x lui-même, le nombre x, moins sa partie entière. Ce qui fait que c'est ce qu'il y a après la virgule. Du moins pour les nombres positifs. C'est un peu plus compliqué pour les nombres négatifs. Par exemple, si je note pi, comme ça, 3,1415 et des brouettes, sa partie fractionnelle, bah, c'est tout simplement 0,1415 et des brouettes. Si je prends 0,5, bah, la partie fractionnelle, comme ça n'a pas de partie entière, la partie de 0,5, et ben ça va faire 0,5. Si je prends moins 0,9, là c'est un peu plus compliqué, parce que moins 0,9 c'est égal à moins 1 plus 0,1, et donc sa partie fractionnelle, ça va être 0,1. La partie fractionnelle, c'est toujours entre 0 et 1. Avec le 1, ça peut jamais être pris égal à 1, parce que sinon on retombe à 0. Une fois qu'on sait ça, eh ben, on va pouvoir utiliser le principe des tiroirs. Parce que si je veux trouver un alpha q qui est proche d'un entier à p près, enfin à 1 sur n près, eh ben, ce que je peux faire, c'est prendre tous les alpha q
c'est prendre tous les alpha q possibles, donc alpha q pour q égale à 1, pour q égale à 2, jusqu'à q égale à n, et même q égale à 0, parce que ça va être les différences qui vont compter. Et donc si je prends ces alpha q jusqu'à... pour tous les q qui varient de 1 à n, et ben j'aurai n valeurs, mais si je prends à chaque fois leur partie fractionnaire, et ben ces n valeurs et ben, vont se retrouver dans le segment 0, 1. Donc là j'aurai alpha tout court, là j'aurai alpha fois 2, donc par exemple ici, là j'aurai 2 alpha, etc. Et en fait, je veux tout simplement trouver deux de ces parties fractionnelles qui sont proches à plus de 1 sur n. Et on voit que si on met n objets, ou même n plus 1 objet, parce que je compte le 0 aussi, parce que si c'est proche à 0 près, et ben je peux prendre, par exemple si c'est alpha, si c'est lui qui est proche à 0 près, et ben je peux prendre alpha égale 1, enfin q égale 1. Donc théoriquement, je vais pouvoir trouver deux éléments qui sont proches à 1 sur n près. Et même strictement plus que 1 sur n. Mais là, on peut se dire, ok, bah, j'ai trouvé deux éléments dont la partie fractionnelle est proche à 1 sur n près. Mais ça nous dit rien sur le fait que ces éléments sont proches à 1 sur n près. Et bien si, parce qu'en fait, la partie fractionnaire, c'est le nombre, mais un certain nombre d'entiers près. Et les entiers, tous ces entiers près-là, je peux les stocker dans le P. Donc peut-être que ça va être la partie fractionnaire de alpha, peut-être que ça va être alpha moins 4, peut-être que ça va être 2 alpha moins 5, mais donc si je prends le P égale 9, ou parce que c'est 4 plus 5, ou moins 9, je sais plus, et ben je vais pouvoir me débrouiller pour avoir un truc qui est proche à 1 sur n près. Voilà, c'est ça l'idée qu'on va exploiter. Donc maintenant qu'on a eu l'idée, maintenant il faut le mettre au propre. Et donc là, c'est tout simplement là qu'on va utiliser le principe des tiroirs, vu qu'on va avoir n plus 1 éléments qu'on va ranger dans n tiroirs. Donc forcément, il y aura un tiroir qui va contenir deux de ces éléments, ou plus. Donc ce que je peux faire, c'est dire, pour tout, allez, je vais appeler ça les k, pour tout k appartenant à 0, n, avec un grand N. Pourquoi je prends le 0? Parce que c'est les différences entre ces deux cas entre deux de ces cas qui va m'importer. Et si je prends deux cas dans cet intervalle 0n, et ben la différence sera entre 1 et n. Je vous invite à essayer de vous en convaincre, parce que je ne peux pas prendre les deux mêmes. Le principe des tiroirs, il va nous donner deux éléments distincts dans le même tiroir. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je voulais faire en sorte qu'il y en ait deux de ces alphas, ou de ces k fois alpha, il faut qu'il y en ait deux à 1 sur n près. Et bien pour ça, on va répartir notre intervalle 0,1 en plein de tiroirs, du coup, de sous-intervalles de longueur 1 sur n. Et on va en faire n. Donc je peux dire que pour tout, pour tout k appartenant à 0n, voilà, je l'ai déjà écrit, on a k fois alpha qui appartient à 0,1, par définition de la partie fractionnaire. Mais je peux aussi dire que pour tout k appartenant à 0n, k fois alpha, bah, ça appartient à 0. Et là, je décompose mon 0,1 en espèce de tiroir. À 0, 1 sur n, union disjointe, bien sûr. 0, enfin non, là, je continue à 1 sur n, 2 sur n, etc., etc. Jusqu'à l'intervalle final, donc n-1 sur n, 1. Bon, bien sûr, ça, je peux le réécrire avec le symbole union, même le symbole union disjointe. Donc, union disjointe, ça sert pas à grand-chose de mettre un symbole union disjointe, juste à mettre en valeur le fait que notre union est bien disjointe. Donc, le symbole union disjointe, c'est à la place de faire un U rond comme ça, vous faites un U carré. Et donc, c'est l'union disjointe pour K. Bon, bien sûr, il ne faut pas que je prenne un K. Pour I allant de 0 à n, des I sur n, là c'est a n moins 1 d'ailleurs, des I sur n, I plus 1 sur n. Et voilà, donc nos n plus 1 éléments, ils sont rangés dans n intervalles. Ce qui fait que forcément, il va y avoir deux éléments dans le même intervalle. Si vous avez n plus une chaussette et n tiroirs, forcément vous allez avoir deux chaussettes dans le même tiroir. Alors d'où ça vient ça? Parce que c'est pas très bien justifié si on dit... si on parle de chaussettes et de tiroirs,
D'ailleurs, je dis que c'est pas très bien justifié, mais si vous utilisez le principe des tiroirs, ça c'est parfaitement justifié. Mais juste pour vous dire d'où ça vient du fait qu'une application d'un ensemble gros dans un ensemble petit ne peut pas être injective. Pour plus de précision, si on a une application qui part d'un ensemble de cardinal n plus 1 et qui arrive dans un ensemble de cardinal n, cette fonction ne peut pas être injective, donc elle envoie deux éléments sur une même image dans l'ensemble d'arrivée, et donc c'est le principe des tiroirs. Voilà, c'est un petit peu la justification, mais vous dites par principe des tiroirs, et ça passe très bien. Donc par principe des tiroirs, il va exister un tiroir, donc je vais noter i, le numéro de ce tiroir, i appartenant à 0n-1, même si c'est pas très important de savoir quel i c'est, tel que il existe K1 et K2 qui sont distincts de A2 et qui appartiennent à l'ensemble qu'on a l'ensemble 0n, donc l'ensemble de ce qu'on met dans les tiroirs, tel que K1 et K2 appartiennent au tiroir qu'on a choisi. Pas vraiment qu'on a choisi, mais le tiroir qui s'est imposé à nous et qui contenait deux chaussettes dont on connaît l'existence. Voilà ce qu'on a. Ah oui, d'ailleurs, là, c'est les parties fractionnelles qui appartiennent. Et par définition de la partie fractionnelle, je sais que alpha K1, c'est tout simplement la partie entière plus la partie fractionnelle. Ça, c'est vraiment la définition de la partie fractionnelle. Et pareil pour alpha K2. Ce qui fait que si je fais la différence entre ces deux lignes et que je la prends en valeur absolue, j'aurai... Non, faut faire une petite opération avant de faire la différence. Faut juste isoler ça, parce que c'est ça qu'on veut isoler et dont on sait que ils sont proches. On sait que ces deux éléments-là sont proches, donc c'est eux qu'on va soustraire et on va faire la différence ici. Voilà. La partie fractionnelle, c'est le nombre auquel on enlève sa partie entière. On peut aussi le voir comme ça. Donc je prends ces deux lignes, je les soustrais et je prends la valeur absolue. Donc là, ça nous donne alpha K1 moins K2 moins ceci. Mais bon, je vais appeler ça par exemple M, avec M qui est égal à alpha K1 en partie entière moins alpha K2. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir que M est un entier. Donc ça, c'est égal, tout simplement, à la différence des parties fractionnelles. Mais on sait que les deux parties fractionnelles appartiennent au même intervalle de longueur 1 sur n. Cet intervalle, il est de longueur 1 sur n. Je vous laisse le justifier rapidement, mais c'est vraiment pas très compliqué, que ça implique bien que la différence des deux est plus petite, strictement bien sûr, parce que l'intervalle ne peut pas contenir deux de ces bornes, et ça c'est plus petit que la longueur de l'intervalle, qui est 1 sur n. Voilà. Je vous invite à vous en convaincre, à essayer de le faire par écrit, mais en fait je vais pas le faire maintenant parce que c'est juste un peu chiant à faire, vu qu'il faut faire deux cas selon si alpha K1 en partie fractionnelle est plus grand que alpha K2 ou si c'est l'inverse, mais on a bien ça. Et là c'est exactement ce qu'on voulait montrer, parce que ceci est un entier, et ceci est un nombre entier plus petit que n. Bien sûr, il faut que K1 soit plus grand que K2. Mais on voit bien que si c'est K2 qui est plus grand que K1, en fait, ceci est tout simplement égal à alpha K2 moins K1 plus M cette fois-ci. Parce que dans la valeur absolue, je peux rajouter un moins multiplié par moins 1 sans changer la valeur de la valeur absolue. Et donc, soit c'est ça qui est un nombre entier entre grand N et 0, soit c'est lui qui est un nombre entier entre grand N et 0. Donc il y a un des deux cas qui nous donne le Q qu'on veut. Donc on pose Q qui est égal à ça, et M qui est égal à... et P qui est égal à M. Ouais, j'aurais peut-être dû l'appeler P. Et donc on a bien notre résultat.
Et si on avait posé Q qui était égal à ça, ben on aurait posé P qui est égal à moins N. Voilà. Mais bon, je pense que vous avez compris. Et j'aimerais aussi revenir sur le fait de pourquoi K2 moins K1 est entre 1 et N. Et ben c'est tout simplement parce que si on se met dans le cas où K2 est plus grand que K1, et ben K2 et K1 ils sont pris dans 0N. Donc K2 moins K1 c'est plus petit que K2, et donc c'est plus petit que N. Et comme K2 est plus grand que K1, et ben c'est plus grand que 0. Mais ça ne peut pas être égal à 0, parce que rappelez-vous, on voulait un nombre plus grand que 1, donc ça ne peut pas être égal à 0, et pourquoi? Parce que le principe des tiroirs nous a permis de prendre le K1 et le K2 dans le même tiroir mais distinct. Parce qu'évidemment, sinon le principe des tiroirs il sert à rien, s'il nous donne deux éléments qui sont les mêmes, ça sert à rien. Donc c'est deux éléments K2 et K1 distincts, et donc la différence de 2 ne peut pas faire 0. Voilà. Maintenant on va passer directement à la question 2. Je vous invite à la chercher, elle est plus compliquée, mais ça permet de raffiner un petit peu le tout. Alors pourquoi on se dit qu'elle va être compliquée? C'est parce que là, on ne peut plus utiliser le principe des tiroirs si on utilise, si on remplace dans notre exercice n par n plus 1. Pourquoi? Parce qu'on essaye de mettre n plus une chaussette dans n plus un tiroir. Et ça, on voit que ça implique en rien qu'il y aura forcément deux chaussettes dans le même tiroir. On peut mettre la première chaussette dans un tiroir, la deuxième dans le deuxième, et etc. Et donc, il y aura un cas où tous les tiroirs seront occupés par exactement une chaussette. C'est vraiment dommage, et c'est ça qui va poser la difficulté. Alors pourquoi je vous ai dit qu'il y avait un cas d'égalité? Eh ben, on va pas faire tous les cas d'égalité, parce que j'y ai pas réfléchi, mais bon, si vous y avez réfléchi, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Mais par exemple, un cas d'égalité, ça pourrait être si je prends Q, enfin si je prends alpha qui est égal à 1 sur n plus 1. Pourquoi? Parce que si je prends alpha qui est égal à 1 sur n plus 1, et ben toutes les valeurs que peut prendre alpha fois Q, et ben ça va être 1 sur n plus 1, 2 sur n plus 1, etc. jusqu'à n sur n plus 1. Et on voit que ça, c'est jamais proche d'un entier à plus de 1 sur n plus 1 près. Vous pouvez vérifier, les entiers les plus proches de ça, bah, toutes ces valeurs elles sont entre 0 et 1, donc la valeur la plus proche de 0 c'est ça, et c'est 1 sur n plus 1, et la valeur la plus proche de 1 c'est ça, et c'est 1 sur n plus 1. Donc on voit bien qu'il y a un cas d'égalité quand on divise par... quand on veut comparer à 1 sur n plus 1. Mais pourquoi on a toujours l'inégalité, tout de même? Et ben c'est ce qu'on va voir. Et là, il va falloir faire un deuxième schéma. Avant de faire ce deuxième schéma, on va déjà faire un premier cas, le cas 0, je vais le dire, je vais l'appeler. Le cas 0, c'est le cas où on peut se ramener à l'équation 1. Si j'ai n plus un tiroir et n plus une chaussette, eh ben je peux très bien mettre deux chaussettes dans le même tiroir. Et dans ce cas-là, je peux refaire la même chose que à la question 1. Donc le cas 1, c'est il existe. C'est pareil, hein. Il existe I appartenant, donc on l'avait pris dans 0n-1, tel que bah, il existe K1 et K2 appartenant à 0n, tel que K1 et K2 appartiennent ah oui d'ailleurs là c'est pas 0n-1, c'est 0 grand n-1, et là aussi. Tel que K1 et K2 appartiennent, bon cette fois-ci on fait la même chose que dans la question 1 mais avec des n plus 1, et on voit que des fois ça marche pas mais des fois ça peut marcher. Et bien là, même chose que dans 1, et ben on peut trouver, des Q et des P, un Q et un P qui y convient. Donc même chose, on pose Q qui est égal à K1 moins K2 si K1 est plus grand que K2, sinon on prend l'opposé. Voilà, par exemple on prend ça. Et P, P c'est ce qui reste. C'est ce qui reste pour mettre... enfin c'est exactement ce qu'on a fait dans la question précédente. Donc ça, ce cas, c'est le cas facile. Mais il va y avoir le cas où il y aura une partie fractionnaire
par intervalle de ce type-là. Et donc là, ça va bien nous embêter. Pour ça, on va avoir besoin de faire un schéma. Mais avant ça, on va essayer d'introduire des notations. Donc K1, parce qu'il va y avoir un K2. Je vous en dis pas plus. Mais pour le K1, donc pour chaque K, on avait vu qu'on pouvait associer à un K, donc K appartenant à N, on peut lui associer la partie entière de alpha fois K. Et donc ça appartient à 0,1. 0,1 qui est la réunion des I sur N plus 1, I plus 1 sur N plus 1. Mais donc s'il appartient à 0,1, ça veut dire qu'il appartient à un tiroir. Donc on peut dire que alpha K appartient à I sur N plus 1, I plus 1 sur N plus 1, pour un certain, pour un certain I. Donc je peux introduire la fonction qui a un K associe le tiroir de alpha K. Donc je l'appelle phi. Phi, ça prend un K dans N, c'est une application, et ça lui associe le tiroir. Donc ça lui associe I appartenant à 0N. Ah oui, d'ailleurs là c'était un 0N, parce que je fais la même chose que dans la question 1, mais je remplace le N-1 par... Mais je remplace le N par N plus 1. Donc je remplace le N-1 par N plus 1, enfin par N tout court. Donc j'ai N plus 1 tiroir, donc entre 0 et N, il y a N plus 1 nombre. Et donc à K, ça associe le I tel que alpha K est dans le tiroir I. Donc c'est I sur N plus 1, I plus 1 sur N plus 1. Voilà, jusqu'à là, rien de compliqué. On a défini l'application. Donc phi, c'est une application qui va, vu que elle va pas de n dans n, vu que on peut faire un truc un peu plus fin, je peux prendre k qui est dans l'ensemble qu'on considère, donc l'ensemble 0n, pour avoir des différences entre 1 et n. Et donc cette application, elle va de 0 à n, donc un ensemble de cardinal n plus 1 dans 0n. Donc encore un ensemble de cardinal n plus 1. Donc là, je ne peux pas dire que cette fonction ne peut pas être injective, parce qu'elle peut l'être injective. Mais ce que je peux dire, c'est que comme l'ensemble de départ est le même que l'ensemble d'arrivée, et qu'ils sont de cardinaux finis, et bien ce que je peux dire, c'est que si l'application est injective, alors automatiquement, elle est surjective. Et inversement, et c'est d'ailleurs l'inverse qu'on va utiliser, si l'application est surjective, alors elle est injective. Parce que pour des applications qui partent d'un ensemble de cardinal fini vers un autre ensemble, ou le même, de cardinal fini et de même cardinal que le cardinal du départ, et ben les notions de surjectivité et d'injectivité sont en fait équivalentes. Et donc le K1, le K0, donc le K0 qu'on avait vu avant, c'est le cas où phi est pas injective. Parce que si vous avez bien suivi le K0, et ben dans le K0, j'avais deux éléments qui s'envoyaient dans le même tiroir. Donc K1 et K2, on aura que phi de K1 et phi de K2, c'est tous les deux égal ou égaux, je sais pas, à I. Donc c'est pas injective. Donc ça c'était le cas où phi n'était pas injective. Maintenant le K1, c'est le cas où phi est injective. Mais si phi est injective, parce que on a l'égalité entre le cardinal de cet ensemble-là et de celui de cet ensemble-là, et ben ça veut dire que phi est surjective. C'est équivalent. Et si elle est surjective, ça veut dire que en fait, tous les tiroirs vont avoir une chaussette à l'intérieur. Et c'est ça qu'on vient de prouver. C'est que, en fait, ça paraît débile ce qu'on vient de prouver hyper rigoureusement, mais faut bien être rigoureux pour le prouver. Ce qu'on vient de prouver, c'est que si on a le même nombre de chaussettes et de tiroirs, et ben si je mets jamais deux chaussettes dans le même tiroir, bah, ça veut dire que tous mes tiroirs vont être remplis d'une chaussette. Exactement. Et c'est comme ça qu'on le prouve de manière mathématique. Donc maintenant, on va enfin pouvoir traiter notre K1. Ah oui, je précise aussi que, en fait, comme on a phi qui est à la fois injective et surjective, dans ce cas-là, et ben ça veut dire que phi
et bijective. Voilà. Ça coûte rien de le rappeler, parce qu'on va se servir de phi-1. Parce que, en gros, c'est phi, ça nous donne le tiroir à partir de la chaussette, mais ce que je peux avoir envie d'avoir, c'est la chaussette à partir du tiroir. Donc ça va nous être bien pratique d'avoir phi-1. Donc pour essayer de résoudre ce cas-là, eh ben, on va se faire un schéma. Le schéma, on va dessiner notre intervalle 0,1 et on le segmente en différents tiroirs. Donc là, il y a 1 sur n plus 1, là, il y a 2 sur n plus 1, là, il y a 3 sur n plus 1, etc., jusqu'à n sur n plus 1. Voilà. Et ce que nous dit ce cas-là, c'est que phi étant injective et donc surjective, c'est une bijection, et donc là, il va y avoir un élément dans ce tiroir-là, et un seul. Donc par exemple, il sera là, et donc on aura un K, et le K, c'est rien d'autre... Et donc on aura un K tel que K alpha, donc je peux l'appeler K1 par exemple, K1 alpha, en partie fractionnelle, et ici, on aura un deuxième K, tel que, qu'on va appeler K2, tel que K2 alpha, et ici par exemple, un troisième tel que K3 alpha, et ici, etc., etc. Et si vous avez bien suivi, KI, ce n'est rien d'autre que phi-1 de I. Et oui, parce que phi, c'est la fonction qui donne, à partir du K dans 0n, elle nous donne le tiroir. Et donc, phi-1, on sait qu'on est dans le tiroir 2, par exemple, et on va savoir quel est le K2 qui est tel que K2 alpha, et dans ce tiroir 2. Et bien c'est exactement phi-1 de 2. Voilà. Et bien sûr, ici, on aura la même chose. On aura Kn, à ceci près, bien sûr, j'ai fait une petite erreur, c'est que là, en fait, on commence à 0, parce que ça, c'est le tiroir de numéro 0, ça, c'est le tiroir numéro 1, ça, c'est le tiroir numéro 2. Ce qui nous permet de dire que ceci est le tiroir de numéro n. Donc c'est Kn fois alpha. Voilà, un petit peu un schéma pour nous dire ce qui se passe bien dans ce K1. Maintenant, ce qu'on voulait avoir, c'était trouver deux éléments. Donc là, par exemple, on les a trouvés, tels qu'ils sont proches à moins de 1 sur n plus 1 près. Donc là, par exemple, on sait que cette distance-là que je viens de tracer, c'est plus petit que 1 sur n plus 1, parce que 1 sur n plus 1, c'est cette distance-là. C'est la distance, c'est la taille d'un tiroir, en fait. Donc on veut trouver deux éléments qui sont rapprochés à plus proche de la distance verte. Et pourquoi on se dit qu'on peut toujours en trouver? Et bien c'est tout simplement parce qu'il suffit, bon là je vous laisse un peu réfléchir si vous voulez, mais là je vais donner la réponse, il suffit de considérer l'élément tel que cette distance-là, je vais la mettre en rouge, comme ça ce sera plus clair, cette distance-là, ce soit la maximale. Pourquoi? Parce que si cette distance-là elle est maximale, et bien en fait, si je reporte la distance rouge ici, et ben la distance entre ça et ça, bah, on est d'accord que ça va être la distance verte, donc ça va être 1 sur n plus 1. Et donc, comme la distance rouge est maximale, et ben ça veut dire que là, j'ai plus qu'une seule couleur, mais la distance bleue est nécessairement plus petite que la distance rouge. Donc, comme on avait vu que ça, c'était la distance verte, et ben la différence des deux, que je vais... j'ai plus de couleur, mais je vais la faire comme ça. La différence des deux... la différence entre les deux parties réelles, et ben, elle va être plus petite que la distance verte. J'espère que c'est clair, mais c'est exactement le chemin qu'on va suivre. Alors pourquoi j'ai dit que c'était le K1, et pourquoi j'ai fait K0 et K1, et j'ai pas tout simplement fait K1 et K2, c'est parce qu'il va y avoir un autre cas en fait. Alors je sais pas si vous avez trouvé c'était quoi le cas qui nous posait problème. Bah, c'est le problème de savoir qu'est-ce qui se passe si en fait la distance rouge, eh ben, elle est là. Qu'est-ce qui se passe si en fait c'est lui qui est le plus éloigné de son son n de son i sur n plus 1 le plus proche? Ben, on sait pas ce qui se passe. Ben, c'est ce qu'on va voir dans le cas 2.
Voilà, c'est pour ça que je vous ai fait plein de cas. On va formaliser ça tout de suite. Alors, quand on a un schéma et qu'on veut formaliser ça, ça peut être bien de se dire qui est quoi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la distance rouge? La distance rouge, c'est tout simplement... on pose... Donc on va poser Kmax. Kmax, ça va tout simplement être le K qui donne la plus grande distance, donc qui maximise cette distance-là. Donc le K de la distance rouge. Donc là, par exemple, Kmax, ce serait K1. Et donc on pose Kmax qui est... Kmax et l'entier de 0,1, de 0n, pardon, tel que, eh bien, cette distance-là, donc cette distance-là, c'est tout simplement Kmax alpha, moins, bah, tout simplement ceci qui n'est rien d'autre que le numéro du tiroir de Kmax divisé par 1 sur n plus 1, donc moins phi de Kmax. Phi, en fait, c'est tout simplement le numéro du tiroir. Sur 1 sur n plus 1, enfin divisé par n plus 1, est maximal. Voilà. Donc par le fait que ceci est bien dans le tiroir adapté, on peut prouver que ceci est entre 0 et 1 sur n plus 1. Donc l'application qui a n associe, enfin à petit n associe n fois alpha en partie fractionnelle moins ceci, en remplaçant Kmax par alpha, et ben c'est une application c'est une application qui nous donne n entier, et donc enfin n plus 1 entier du coup, et donc ça nous permet de prendre l'élément maximal. C'est pas dit qu'il est unique, mais on n'a jamais dit qu'on voulait qu'il soit unique. Et d'ailleurs, quand il n'est pas unique, bah, ça nous donne les cas particuliers où ceci peut être une égalité. Voilà. Mais bon, on n'a pas du tout besoin du fait que ce soit unique, on a juste besoin de prendre le max. Et donc dans notre cas 1, on suppose que ce Kmax, eh ben, ce n'est pas Kn. Ça, c'est pas possible dans notre cas particulier 1. On verra ce qu'on fait quand malheureusement on a que Kmax c'est Kn. On suppose que Kmax est plus petit strictement que n. Ce qui veut dire que c'est pas égal à Kn. Et donc si je dis, je pose que c'est ce à quoi c'est égal, et ben on peut se dire que Kmax alpha en fois alpha en partie fractionnelle, et ben c'est tout simplement, si on regarde, c'est tout simplement cette distance-là, plus ce qui nous reste. Bon, ça je vous invite à vous dire que c'est le numéro de tiroir, donc pour arriver jusqu'au tiroir, je donne le numéro de tiroir, donc c'est phi de Kmax, divisé par n plus 1, parce que chaque tiroir est de taille 1 sur n plus 1, plus ce qu'il me reste, et ce qu'il me reste, bah, c'est tout simplement cette quantité-là. Cette quantité-là que je vais appeler delta de Kmax. Voilà. Et d'ailleurs, delta de n, c'est égal à donc, n alpha en partie fractionnelle moins phi de n sur n plus 1. Et d'ailleurs, Kmax, c'est ce qui maximise delta pour tous les entiers entre 0 et n. Grand N, je parle. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on a, par définition, c'est ceci. C'est juste par définition. Et comme Kmax n'est pas le plus grand... comme Kmax n'est pas égal à n, eh ben, je peux trouver K', parce que c'est le numéro de tiroir qui nous intéresse. C'est ça, on veut pas que ce soit dans le tiroir n. Mais comme phi de Kmax est plus petit que n, eh ben, je peux trouver K' tel que phi de K', c'est égal à phi de Kmax plus 1. Parce que phi de Kmax plus 1, c'est plus petit que n, largement cette fois-ci. Et donc c'est bien entre 0 et n. Et si on veut bien définir le K', bah K' c'est phi moins 1 de tout ça. Mais bon,
on comprend très bien ce que c'est que le K'. Et donc, si je refais la définition de notre delta, ça fait que K' alpha, c'est égal à notre numéro de tiroir, donc phi de K', divisé par n plus 1, plus delta de K'. Voilà. Jusqu'à là, rien d'anormal. C'est juste qu'il faut bien se rendre compte que ceci, c'est dans le tiroir juste avant celui-ci. Voilà. Bon, ça, on va le virer parce qu'on va faire une petite opération là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tiroir supérieur moins le tiroir moins 1 avant. Ça, moins ça. Pour avoir un nombre plus petit que 1 sur n plus 1. Parce que c'était ça qu'on voulait à la base. On voulait prouver que la différence entre ces deux parties fractionnelles, c'était plus petit que 1 sur n plus 1. En fait, ce que je fais là, c'est que je fais la différence entre... Ça, ce serait K', ça, ce serait K max, du coup. Et là, je fais la différence entre ça, moins ça. Voilà, c'est tout simplement ça que je fais. Et d'ailleurs, sur le schéma, bah, le delta, c'est égal tout simplement à ça, en fait. C'est ce qu'on a maximisé. Mais bon, ça, on le savait déjà. Donc, je vais faire cette ligne moins cette ligne. Donc, ça fait K' alpha moins K max alpha égale à 1 sur n plus 1. Parce que on sait qu'entre ça et ça, bah, y a juste 1, par définition. Phi de K' moins phi de K max, ça fait 1. Donc ça fait 1 plus la différence des deltas. Donc, plus delta K' moins delta K max. Et comme on a pris delta K max, enfin comme on a pris K max qui maximise le delta, et ben ça veut dire que ceci est négatif. Ce qui fait que 1 sur n plus 1. Ceci est plus petit que 1 sur n plus 1. Et ça, je vous invite à vous convaincre que c'est positif. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que le K' alpha, il est dans le tiroir d'après celui de le K max alpha. Donc on voit bien que... Enfin, ce serait chiant à justifier, mais on voit bien que si lui, il est dans le tiroir d'après, bah, lui, il est dans le tiroir d'avant, et celui-là, il est plus grand que lui. Donc la différence, elle va être positive. Vous pouvez tout simplement dire à quel intervalle appartient le K' alpha en partie fractionnelle et à quel intervalle appartient le K max alpha. Et vous verrez que c'est positif. Mais bref, on a bien que la différence entre les deux parties fractionnelles, c'est plus petit que 1 sur n plus 1, en valeur absolue. Et je vous invite à refaire la même chose qu'on avait fait pour conclure que le fait que la différence des parties fractionnelles soit plus petit que 1 sur n, ça prouve bien qu'on peut trouver un m tel qu'on est ça. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Comme l'exercice est assez compliqué comme ça, je suppose que vous pouvez le faire vous-même. C'est exactement ce qu'on a fait pour le cas 1. Donc de même, on conclut. Sauf qu'on a oublié de faire un cas, c'est le cas où ce qu'on a supposé est faux. Donc le cas où phi de k max c'est égal à n. On va le faire rapidement, mais en fait ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de se dire que si on est ici, et que le k max... Donc pour le cas 2, le cas final, bon bah là ça va être... c'est pas si compliqué que ça. En fait, si notre max, si notre delta max, notre k max, il est là, donc je le note k max, ce qui fait que le delta, qui est cette distance-là, elle est maximale. Là, il y a delta de k max. Et bien en fait, ce qu'il va falloir s'intéresser, c'est le K1. Pourquoi? Parce que le K1, il va se retrouver ici, avec, par définition du delta, le delta du K1 que je fais en vert, et ben il va être plus petit que celui du K max. Mais en fait, ce qui nous intéresse, d'ailleurs là c'est pas K max, c'est alpha et la partie fractionnelle. Mais ce qui nous intéresse en fait dans la partie fractionnelle, c'est pas tant la partie fractionnelle, on n'a pas pris la partie fractionnelle par pur plaisir, on a pris la partie fractionnelle parce que c'est le nombre, c'est un nombre qui peut être atteint en prenant notre nombre initial et en lui ajoutant des entiers. Donc si je lui ajoute un entier de moins, et ben ça le rend pas moins intéressant, ou un entier de plus. Donc ce que je peux faire, c'est considérer, au lieu de considérer K1 alpha en partie fractionnelle, je peux considérer, et donc là du coup je vais prendre la même distance verte
et je vais la mettre ici, je peux considérer K1 alpha plus la longueur de ça, et la longueur de ça, c'est 1. Voilà. Et là, on va voir que entre K1 alpha plus 1 et K max, il y aura moins que 1 sur n plus 1, parce que je rappelle que 1 sur n plus 1, c'est cette distance-là. Donc c'est également cette distance-là, avec ceci qui est notre flèche rouge, donc qui est delta K max, mais comme le vert est plus petit que le rouge, on va bien avoir que la distance qui sépare alpha K max et alpha K1 plus 1, avec les parties fractionnelles qui vont là où elles vont, ça va être plus petit que 1 sur n plus 1. Et c'est ça qu'on va essayer de justifier. Donc c'est exactement comme ce qu'on avait fait avant. Donc c'est exactement ce qu'on avait fait avant en fait. Sauf qu'on va remplacer le alpha K1 par 1 plus alpha K1. C'est notre 1 plus alpha K1 qui va nous servir de alpha K'. Donc c'est ce qu'on peut écrire. Hein. On peut, avec les mêmes notations, on va avoir que... Ah oui, d'ailleurs là c'est pas K1. Je m'embrouille toujours dans les indices, mais c'est K0, parce qu'on commence à compter à 0. Donc c'est K0, sinon c'est pas grave, hein, voilà. On remplace juste 0, enfin 1 par 0, mais K0 plus 1, ça va être 0 divisé par n plus 1. Pourquoi? Parce que la définition de K0, c'est qu'il est dans le tiroir de numéro 0. Donc c'est 0 fois n plus 1 plus delta, delta de K0. En fait, ça veut tout simplement dire que comme la flèche verte c'est delta de K0, ce que j'ai c'est tout simplement que comme il n'y a pas de tiroir à parcourir avant, la valeur de K0 alpha c'est tout simplement la même que la valeur de delta de K0. Voilà. C'est tout simplement ça. Et bien sûr il faut rajouter le plus 1, parce que je l'ai mis ici. Je le mets des deux côtés. Et on aura que alpha K max, cette fois-ci pas plus 1, c'est égal à phi de K max. Et phi de K max, on avait vu que dans ce cas-là, phi de K max, c'était le seul cas où phi de K max c'était égal à n. Donc phi de K max c'est n, donc ça fait n sur n plus 1, plus le delta, donc le delta c'est delta de K max, qui est maximal. Et donc là ce que je fais, c'est je fais cette ligne moins cette ligne. Donc ça nous fait K0 alpha plus 1 moins alpha K max qui est égal à donc 1 moins ceci, donc ça fait 1 sur n plus 1, plus, ou plutôt moins, comme ça on voit bien la quantité positive, moins delta K max, moins delta K0. Ceci, par maximalité de K max, enfin de delta K max, c'est plus grand que 0, et donc ceci est plus petit que 1 sur n plus 1, et par ailleurs c'est plus grand que 0, et je vous invite à vous en convaincre. Hein. On a bien que alpha K max c'est plus petit que ceci plus 1, et c'est pas je vous invite à vous en convaincre, c'est que c'est possible de le faire en faisant des calculs, mais ils sont pas très intéressants, et la vidéo est déjà assez longue, mais si vous voulez vous entraîner, vous pouvez les faire, c'est pas très compliqué. Mais donc maintenant ce que je peux faire, c'est dire que la partie fractionnelle, c'est en fait rien d'autre que la partie que le nombre moins sa partie entière, donc c'est égal tout simplement à K0, enfin alpha K0, et je vais aussi prendre le moins K max ici, donc moins leur partie entière respective, donc la partie entière de K0 alpha, on n'oublie pas le plus 1, et on n'oublie pas le moins, donc la partie entière de K max fois alpha. Et donc si on suppose que K0 est plus grand que K max, sinon on prend juste le négatif de ceci. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est que ceci, si je note ça, je vais le noter Q, et ça je le note P. Donc P et Q sont des entiers. Q est d'ailleurs plus petit que N,
C'est ce qu'on avait au départ. Hein. Il fallait trouver q plus petit que n. Et comme c'est une différence entre deux entiers qui ne sont pas les mêmes, bah et qu'on le suppose positif, sinon on prend moins q et moins p, et ben on a bien que alpha q moins p est plus petit que 1 sur n plus 1 en valeur absolue, avec q qui est plus petit que n est plus grand que 1. Et si ce n'était pas le cas, bah, ça voudrait dire qu'il est entre moins 1 et moins n, et donc on prend juste moins p et moins q. D'ailleurs, c'est plus p, parce que j'ai pris le moins dans le p. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.